Je parle du canal du Panama tout le temps. Qui contrôle cette voie navigable si importante? C'est la route maritime la plus stratégique pour les États-Unis à l'échelle mondiale et actuellement la Chine est l'acteur dominant entre eux et nous. Lors d'une conférence organisée par Turning Point USA à Phoenix, en Arizona, je me suis entretenu avec le lieutenant-général Michael Flynn, désormais retraité de l'armée américaine, qui a conseillé l'équipe de sécurité nationale de Trump. 80% des plus grands ports d'Amérique du Sud sont soit la propriété des Chinois, soit sous leur contrôle d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, certaines personnes dans notre gouvernement ne parlent que de la Russie, la Russie, la Russie. Voici American Thought Leaders, je suis Jan Jekielek. Michael Flynn, c'est un plaisir de vous accueillir de nouveau dans American Thought Leaders. Merci de m'avoir invité. Je suis un immense admirateur de vous personnellement, mais aussi de The Epoch Times et de tout ce que vous représentez. Donc merci à vous. C'est très aimable. Alors, que faites-vous maintenant? Quelle est la suite avec cette nouvelle administration qui arrive? Part of what I have been doing is, because my background is intelligence, national security, foreign policy. Une partie de mon travail découle de mon parcours dans le renseignement, la sécurité nationale, la politique étrangère et bien sûr l'armée. J'ai donc œuvré en arrière-plan en tant que conseiller, car c'est ainsi que je souhaite contribuer à la situation actuelle, en particulier durant cette période de transition. L'équipe de sécurité nationale mise en place par le président Trump comprend des personnes telles que Tulsi Gabbard que je connais depuis longtemps. J'ai rencontré Tulsi lorsqu'elle entamait son premier mandat en tant que députée démocrate d'Hawaï et nous avons entretenu cette relation au fil des années, tout comme avec Kash Patel. Mike Waltz est pressenti pour devenir conseiller à la sécurité nationale. Kash devrait être nommé directeur du FBI et Pete Hegseth a été désigné pour le poste de secrétaire à la défense. J'ai également eu des échanges occasionnels avec Tom Homan pour l'accompagner dans ce processus, bien qu'il sache exactement ce qu'il veut accomplir. Yann, je dispose d'un excellent portefeuille et d'un réseau solide en relations internationales. Je collabore avec de nombreuses armées à travers le monde et j'entretiens des relations étroites avec plusieurs pays qui souhaitent ardemment travailler avec les États-Unis pour contrer la montée du globalisme. C'est l'un des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés et je pense que peu de gens en saisissent pleinement l'ampleur. Dites-moi, la conception de Trump en matière de sécurité nationale et de politique étrangère repose sur la paix par la force. On peut dire que c'est juste. And that's exactly what George Washington said. George Washington said, basically, in order to preserve our country. Tout à fait. C'est exactement ce que George Washington prenait pour préserver notre pays. Nous devons nous affirmer en tant que nation forte. Il en était convaincu car il était un soldat guerrier et général. À bien des égards, Donald Trump incarne ces mêmes principes, c'est-à-dire faire preuve de bon sens, tout en veillant à ce que le pays reste puissant et en bonne santé, car c'est fondamental. L'intégration de Bobby Kennedy au sein de l'équipe sera un atout majeur pour notre nation. Son apport ne se limite pas à la santé physique des citoyens, mais englobe également le bien-être global du pays. Avec Trump, la doctrine de la paix par la force est au cœur de sa vision stratégique et elle définit la manière dont les États-Unis doivent se positionner sur la scène mondiale. Vous êtes très sceptique vis-à-vis de notre armée, n'est-ce pas? C'est juste. Mais vous soutenez également, si j'ai bien compris, le modèle de paix par la force. Pour certaines personnes, cela pourrait sembler incongru. Oui, c'est un oxymore quelque peu étrange. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée Purple Heart, où l'on honore les soldats blessés au combat pour notre pays. C'est une journée importante. En évoquant ce sujet, je dis souvent aux gens que je ne suis pas contre la guerre en soi, mais contre les guerres stupides. Chacun peut interpréter cela comme il le souhaite. Notre pays repose sur l'idéal d'une nation bienveillante, fondée sur une constitution
et un système judiciaire garantissant l'égalité et la justice pour tous. Lorsque nous interagissons avec le monde, nous voulons être perçus comme une nation humble et généreuse, toujours prête à aider. Les Américains font énormément pour le reste du monde et ils offrent leur soutien à ceux dans le besoin. Nous sommes toujours là, mais maintenant je pense qu'il est temps de se recentrer sur la préservation de notre propre pays. La notion de paix par la force est essentielle, tout comme l'est notre identité en tant que nation. Assurer notre avenir demande de protéger nos institutions et de garantir qu'elles soient prêtes à agir en cas de nécessité, notamment notre armée. J'aime profondément notre armée et les hommes et les femmes qui la servent, mais aujourd'hui elle est confrontée à de nombreux défis internes. Je suis en contact avec de nombreux militaires qui me font part de leur inquiétude sur les initiatives woke autour des programmes diversité, équité et inclusion. Les définitions varient, mais une chose est certaine, l'armée américaine ne peut pas devenir un terrain d'expérimentation sociale. Son unique mission est d'être prête, entraînée et préparée à combattre et à gagner. Le mot-clé ici est gagner. S'il y a conflit, il faut aussi qu'on cesse de solliciter constamment notre armée et notre pays. Hier, j'ai eu pris la parole à la conférence Turning Point organisée par Charlie Kirk. L'événement était incroyable et rassemblait de nombreux jeunes. C'est la marque de fabrique de Turning Point. En discutant avec plusieurs d'entre eux, j'ai réalisé qu'ils n'étaient même pas nés lors des attentats du 11 septembre. Imaginez cela. Ces jeunes ont 20 ou 21 ans, ils sont étudiants et je me rends compte qu'ils n'ont pas connu ce jour qui a changé le monde. Depuis, nous avons mené des guerres en Afghanistan et en Irak. Nous assistons aujourd'hui à une guerre en Europe de l'Est et des conflits persistants au Moyen-Orient et nous devons faire face à la montée en puissance du Parti communiste chinois qui constitue une menace mondiale constante. Ce que je veux souligner, c'est que nous devons accepter la réalité du monde dans lequel nous vivons. Nous ne pouvons pas être perpétuellement en guerre, Yann. Ce n'est tout simplement pas viable. Nous devons revenir à une situation où la paix est la norme et la guerre l'exception. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse. Avec Donald Trump, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et avec qui je suis resté en contact, cette perspective change. Dès notre première discussion en 2015, peu après sa fameuse descente d'escalator, il m'a demandé pourquoi nous étions impliqués dans autant de guerres et où nous faisions fausse route. C'est là que nous avons trouvé un terrain d'entente. En tant qu'officier ayant servi en temps de guerre, nous suivons les ordres du commandant en chef, le président des États-Unis, mais à un moment donné, la question se pose. Quand cela s'arrête-t-il? La vérité, c'est que cela peut s'arrêter et cela doit s'arrêter selon nos propres conditions en faisant preuve d'intelligence et de bon sens. Il y a un certain nombre d'analystes que je trouve très crédibles qui disent que nous avons en fait construit nous-mêmes tout le régime chinois et qu'il est maintenant devenu notre principale menace stratégique au-dessus de tout le reste. Ce que nous constatons aujourd'hui au sein de notre gouvernement, c'est une montée insidieuse du communisme aux États-Unis, un processus qui s'est progressivement installé au fil du temps. Si l'on analyse l'histoire de notre pays après la Seconde Guerre mondiale, on peut observer cette progression incrémentale du communisme. Beaucoup préfèrent l'ignorer ou minimiser cette réalité, mais elle est bien présente. Eisenhower, dans son avertissement célèbre, avait mis en garde contre le complexe militaro-industriel. Mais à l'époque, Yann, cette menace n'était pas encore pleinement développée. Aujourd'hui, en 2024, soit 75 ans plus tard, cette infiltration communiste est devenue une menace tangible lorsque nous parlons du Parti communiste chinois. Certains politiciens les considèrent comme un simple concurrent, tandis que les économistes y voient un rival commercial. Mais en tant que militaire, je les perçois comme un adversaire stratégique et une menace potentielle. Que se passerait-il si nous devions les affronter sur le plan militaire ?
Il est essentiel de comprendre le changement de stratégie globale opéré par la Chine. Leur initiative, la ceinture et la route, ne se résument pas à une seule infrastructure reliant la Chine à l'Europe. Il s'agit d'une guerre totale, économique, financière, politique, militaire et informationnelle. Ils étendent leur influence à l'échelle mondiale, y compris dans notre propre hémisphère, en Amérique du Nord et du Sud, dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Prenons l'exemple des infrastructures portuaires. En Amérique du Sud, la Chine contrôle ou possède une part significative de 80% des plus grands ports. Même dans notre propre hémisphère, leur influence est dominante. Et parlons du canal de Panama, un sujet dont je parle tout le temps, qui contrôle aujourd'hui cette voie navigable essentielle. Elle reste la route maritime la plus stratégique pour les États-Unis à l'échelle mondiale. Nous l'avons construite pour une raison bien précise et il est crucial de protéger son accès. Mon point stratégique est le suivant. La Chine se voit comme la superpuissance mondiale unique de ce siècle et poursuit sans relâche cette ambition. Ironiquement, ce sont les États-Unis qui les ont aidés à se relever après avoir été pratiquement dominés par l'impérialisme japonais. À la fin des années 1930 et dans les années 1940, le Japon avait conquis une vaste partie de l'Asie jusqu'à l'actuel Pakistan via la route de Birmanie. J'ai d'ailleurs un oncle qui a combattu sur cette route pendant la Seconde Guerre mondiale avant de retourner en Birmanie où il a consacré 25 ans de sa vie à aider la population en tant que missionnaire catholique. J'adorerais entendre cette histoire un jour, d'ailleurs. Je veux que les gens réalisent que la Chine est aujourd'hui l'acteur dominant sur l'échiquier mondial, s'imposant progressivement entre nous et le reste du monde. Pourtant, nous avons des gens de notre gouvernement qui persistent à ressasser le même discours. La Russie, la Russie, la Russie. La Russie est pourtant une nation en déclin, qui est confrontée à des défis démographiques et économiques majeurs. Certes, elle demeure une superpuissance mondiale grâce à son arsenal nucléaire, le plus important de la planète. Aujourd'hui, nous parlons de guerre nucléaire, plus que jamais, auparavant, peut-être même davantage qu'au plus fort de la crise des missiles de Cuba. Nous pourrions avoir une discussion rien que sur la Chine. C'est vraiment très intéressant. C'est une question qui m'occupe beaucoup depuis quelques années, ce que Velina Tchakarova appelle l'alliance de l'ours et du dragon. C'est évidemment très problématique pour les États-Unis et le monde libre. Est-il possible de sortir la Russie de cette alliance? Parce que cela semblerait être une bonne idée. Yeah. Again, a little history lesson. There was a China-Russia split a few decades ago. Un petit rappel historique s'impose. Il y a plusieurs décennies, une rupture majeure s'est produite entre la Chine et la Russie. C'est un événement crucial à comprendre dans son contexte. Il est essentiel de toujours revenir à l'histoire de ces nations et de ces régions pour mieux comprendre les dynamiques actuelles. La Russie est fondamentalement eurocentrique. Elle cherche à maintenir les liens avec l'Europe, car elle est partie intégrante du continent eurasien. En réalité, la Russie aspire avant tout à préserver sa souveraineté et sa vocation eurocentrique. Si elle pouvait, elle préférerait ne pas dépendre de son alliance actuelle avec la Chine. Cependant, sous l'administration de Joe Biden et même avec les précédentes, nous avons vu les États-Unis pousser la Russie dans la sphère d'influence chinoise. C'est une dynamique qu'il est impératif de renverser. Cela ne signifie pas que Vladimir Poutine est un gentil et il ne s'agit pas de personnaliser le débat, mais plutôt d'analyser les dynamiques démographiques, les relations économiques et les intérêts communs entre le peuple américain et le peuple russe. Et cela s'applique également au peuple chinois. Most of the Chinese people don't like Xi. Xi's afraid. I mean, we have to push Xi because it's the paper tiger, right? La majorité des Chinois ne soutiennent pas Xi Jinping et lui-même en a peur, mais nous devons nous exercer avec lui car il reste un tigre de papier. Sous l'administration Trump, il faudra œuvrer à ramener la Russie vers une orientation plus eurocentrique et avoir de meilleures relations. Il s'agit d'un dialogue entre égaux car en fin de compte, nous parlons de deux plus grandes puissances nucléaires du monde. Nous devons affronter cette réalité
et aussi voir quels sont nos points de convergence. Dans les services de renseignement américains, on va écouter cette conversation et dire « Vous voyez, il est un pantin de Poutine, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce que je défends, c'est une approche pragmatique visant à instaurer la paix et à nous éloigner de cette idée selon laquelle nos relations avec ces nations doivent nécessairement être conflictuelles. Il y a plein de choses positives que nous pouvons faire ensemble. » Évidemment, nous ne pouvons pas vraiment faire cela avec la Chine communiste, et beaucoup de gens soutiennent l'idée que c'est désormais impossible avec la Russie, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Ça devient de plus en plus difficile. Mais vous restez tout de même optimiste et pensez que c'est possible. Oui, je suis optimiste, et ce pour plusieurs raisons. Avant tout, je suis convaincu qu'avec de bons dirigeants, nous pouvons bâtir des relations solides qui ralentiront cette marche inexorable vers la guerre. La menace d'une guerre mondiale est bien réelle. Nous avons déjà traversé de grandes guerres mondiales, et nous voilà dans la 3e décennie de ce nouveau siècle. Jusqu'à présent, les États-Unis ont été impliqués d'une manière ou d'une autre dans des conflits qui ont entraîné des pertes humaines importantes. En cette journée du Purple Heart, je reste persuadé qu'une issue est possible avec des bons dirigeants. Joe Biden n'a pas échangé directement avec le président Poutine depuis des années. La ligne directe russo-américaine n'existe plus. Il est impératif d'avoir des leaders courageux prêts à rétablir ce dialogue. Du côté chinois, Xi Jinping poursuit une stratégie délibérée visant à positionner la Chine comme la puissance dominante du XXIe siècle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est pratiquement autoproclamé dirigeant à vie et qu'il cherche à accélérer le plan centenaire de son pays pour asseoir son hégémonie mondiale. La doctrine chinoise repose sur l'idée de remporter la guerre sans jamais tirer un coup de feu. Donc ils ont influencé un nombre significatif de nos dirigeants et institutions de renseignement pour positionner notre attention vers d'autres priorités. C'est pourquoi nous entendons sans cesse « Russie, Russie, Russie » au lieu de « Chine, Chine, Chine ». Et pourtant, la Russie se trouve dans une alliance avec la Chine. Nous devons impérativement adopter une approche géopolitique et géostratégique visant à rétablir un équilibre mondial plus sain. La seule voie pour y parvenir est de freiner cette escalade vers un conflit de grande ampleur. Nous avons besoin de dirigeants forts capables de transcender le brouhaha médiatique et de surmonter les obstacles érigés par certains éléments de notre propre appareil de renseignement qui ont déjà cherché à saboter les efforts de paix lors de l'administration Trump et qui poursuivent cette entreprise aujourd'hui. C'est pourquoi il est crucial de placer des leaders compétents à tous les niveaux de ces institutions. Car Yann, nous avons les moyens d'y parvenir, nous pouvons instaurer la paix. Cela ne signifie pas que nous vivrons dans un monde exempt de conflits. L'histoire humaine nous rappelle que les tensions sont inévitables. Cependant, nous pouvons œuvrer à une paix durable entre les grandes puissances et évoluer vers un monde plus harmonieux et équilibré plutôt que de nous enfoncer dans un état de confrontation et d'essayer d'aller vers la guerre. Nous devons abandonner cette mentalité et nous orienter vers un dialogue constructif axé sur ce qui doit être fait au lieu de confrontation sur ce qui est en train de se faire. Le principal défi qu'on entend face à cette vision, c'est celui d'une armée faible. Mais je n'ai pas l'impression que c'est ce dont vous parlez. Oui, absolument. Nous devons disposer d'une armée forte. Saviez-vous que la seule branche de notre armée mentionnée spécifiquement dans la Constitution est la marine? Aucune autre force n'y est explicitement évoquée. Cela montre à quel point il est crucial d'avoir des piliers solides. Beaucoup pensent que le leadership ou l'économie sont les éléments les plus importants de notre force nationale. Mais je crois que tout commence par le bon sens. Nous devons faire preuve de discernement. Si le peuple américain a une qualité fondamentale, c'est sa capacité à observer une situation et à dire « cela ne fonctionne pas ». C'est un atout de ce pays, car nous avons encore la liberté de penser ainsi. Le deuxième pilier essentiel est la force économique. Sous l'administration Biden, notre secteur énergétique a été considérablement affaibli par des politiques absurdes axées sur le changement climatique.
Je comprends ces préoccupations. Je surfe depuis plus de 50 ans et je veux des océans propres, un environnement propre. Mais notre pays a aussi besoin d'une forte économie. Imaginez notre pays comme un athlète qui doit s'entraîner chaque jour pour rester en bonne santé. Pour être en forme, il doit avoir des composants solides. L'un de ces éléments, c'est l'économie, l'autre notre armée. Si notre économie est forte, alors notre armée sera puissante. Un autre maillon essentiel, mais actuellement l'un des plus faibles, c'est notre système éducatif. C'est un véritable échec. Nous investissons davantage dans l'éducation que n'importe quel autre pays. Probablement plus que les 10 nations les plus développées réunies, et pourtant nous stagnons dans le tiers inférieur des classements mondiaux. C'est inacceptable. Nos institutions éducatives sont comme des muscles qui doivent être entraînés et renforcés. Une fois que nous aurons des leaders compétents à leur tête, nous pourrons véritablement inverser la tendance. Tout cela repose sur un leadership fort, capable de faire preuve de bon sens et de prendre les bonnes décisions en fonction des attentes du peuple américain. Le message récent des citoyens américains au monde est clair. Nous, le peuple, sommes de retour aux commandes. Mais ce que je dis au peuple américain, ils suivent ce formidable média qu'est Epoch Time, c'est que nous avons maintenant une responsabilité civique et de s'engager à l'échelle locale. J'aime rappeler cette idée simple, mais puissante. L'action locale a un impact national. Donald Trump ne peut pas tout accomplir seul. Chaque citoyen a un rôle à jouer. J'ai récemment rencontré une jeune femme remarquable qui vient d'être élue surintendante dans l'un des plus grands comtés du pays, le célèbre comté de Maricopa. Elle est brillante, courageuse et consciente des nombreux défis à relever au niveau local. Elle a décidé de s'engager. Servez votre pays, je sers mon pays, vous servez votre pays dans votre rôle, Yann. La question que chaque citoyen devrait se poser est la suivante. Quelle est ma responsabilité à l'échelle locale? En s'engageant au niveau local, nous pouvons générer un impact national. C'est ainsi que nous pouvons reconstruire ce pays. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'en faisant cela, je sers aussi mon pays, le Canada, n'est-ce pas? Le Canada en a besoin. Trump a plaisanté en disant que ce serait le 51e État. Mais les Canadiens doivent comprendre, et je pense que c'est déjà le cas, que leur premier ministre n'a été élu qu'avec 32% des voix. Ce qui est une conséquence directe du système de gouvernement en place. Je dirais même que je comprends ce système mieux que la moitié des Canadiens eux-mêmes. Aux Canadiens qui nous écoutent, je veux qu'ils comprennent, tout comme les Américains, les principes fondamentaux qui régissent nos nations. Nos systèmes de gouvernement sont complexes. Aux États-Unis, nous avons une structure fédérale qui s'étend du niveau national au niveau étatique, local et même tribal dans certains cas. Le système canadien est lui aussi complexe. Son premier ministre gouverne sans avoir obtenu la majorité. Il faut donc former des coalitions afin de faire ce qu'il y a de mieux pour le Canada et les États-Unis. Pour ma part, j'étais autrefois démocrate. J'ai quitté le Parti démocrate il y a environ 3 ans. J'ai grandi dans une famille profondément ancrée dans la tradition des démocrates de l'époque de Kennedy, un peu comme ces démocrates de l'ère Reagan qui ont voté pour lui. Ma famille était très pro-démocrate, mais je me souviens que ma mère était pro-vie à une époque où le Parti démocrate n'avait pas encore changé de position sur cette question. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de démocrates dans ce pays, n'est-ce pas ? Mon système de valeurs, lui, n'a pas changé. C'est mon affiliation politique qui a évolué. C'est pour cette raison que j'ai beaucoup d'admiration pour Bobby Kennedy, qui a eu le courage de se retirer et de placer le pays au-dessus de sa propre personne. C'est ce message que je veux transmettre à ceux qui nous écoutent. Vous n'avez pas besoin d'être Bobby Kennedy ou le général Flynn. Soyez simplement vous-même, mais avec l'engagement de placer les intérêts de la nation avant vous-même, et c'est ainsi que nous pourrons ensemble redresser ce pays. Cela nécessitera une large coalition, bien au-delà des républicains ou des démocrates. On m'a qualifié de fasciste de droite, de chrétien radical et de bien d'autres choses encore. Pourtant, j'ai servi mon pays pendant certaines des périodes les plus difficiles de son histoire et j'ai passé 5 années de ma vie en zone de combat. J'aime ce pays et j'aime ses habitants. Je crois que c'est aussi ce qui anime Donald Trump. Malgré la façon dont les médias woke tentent de le caricaturer, c'est en réalité un homme bien qui aime profondément le peuple américain. He's actually a really good guy who loves people.
Parlons de votre nouveau film. Ces dernières années ont été particulièrement mouvementées pour vous, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez déclaré « Je me sens chanceux d'être en vie aujourd'hui et d'avoir l'opportunité de raconter mon histoire. Je ne vous ai pas encore donné l'occasion de le faire. Je ne vous ai pas encore donné l'occasion de le faire aujourd'hui. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce film? Quelles en sont les grandes lignes et comment le public peut-il le découvrir? Oui, le film s'intitule Flynn, Deliver the Truth, Whatever the Cost. Vous pouvez le regarder dès maintenant en streaming sur flynnmovie.com pour $3.99. Merci de me donner l'occasion d'en parler un instant. Honnêtement, je pense que ce film devrait être visionné par toute personne entrant au gouvernement aujourd'hui. C'est plus qu'une histoire inspirante de survie, c'est une histoire de foi et de famille. C'est aussi une immersion profonde dans la corruption systémique qui gangrène notre pays et notre gouvernement. Ce problème, tout le spectre politique, il ne s'agit pas seulement des démocrates, ni seulement de la gauche et de la droite, c'est tout un système gouvernemental qui, d'une certaine manière, s'est détourné de sa mission première et a pris le dessus sur le peuple américain. Pourtant, nous, le peuple, sommes censés être les véritables maîtres de notre destinée en tant que République. Et donc, le film nous emmène dans cela, avec des moments d'émotion intenses. Vous rirez, et parfois vous serez profondément touchés en écoutant les témoignages de ma femme et de mon fils sur ce qu'ils ont enduré. Car les attaques ne m'ont pas seulement visé en tant que petit général Mike Flynn, elles ont frappé de plein fouet ma famille. J'ai 9 frères et sœurs et ma femme en a 7. Sa mère est toujours en vie. Nous avons environ une centaine de neveux et nièces, dont plusieurs servent dans l'armée. Nous avons également une multitude de cousins, et tous ont été affectés parce qu'ils me connaissent personnellement. On ne devient pas général de l'armée, puis conseiller à la sécurité nationale sans épreuve. J'ai dû prendre des décisions incroyablement difficiles pour protéger ma famille. Alors je vous invite à regarder le film. Rendez-vous sur flynnmovie.com et merci beaucoup Yann de m'avoir invité et de me donner cette opportunité de partager mon histoire. Michael Flynn, c'était un immense plaisir de vous avoir dans l'émission. C'était bien, j'adore The Epoch Times, vous êtes formidables. Merci à tous de nous avoir rejoints, le général Michael Flynn et moi-même, dans cet épisode de American Thought Leaders.